Ben, merci beaucoup pour cette invitation. Et à vrai dire, quand vous m'avez invité à venir parler des enfants dans les catastrophes naturelles, je me suis interrogé, puisque en Seine-Saint-Denis, nous avons relativement peu de catastrophes naturelles. On a des catastrophes technologiques, des accidents d'avion, des choses comme ça, plein, mais les catastrophes naturelles, c'est rare. Donc, j'ai fouillé un peu dans mes archives et j'ai repensé à l'épisode de 2010 du séisme d'Haïti, pour lesquels les CUMP d'Île-de-France avaient été mobilisés dans un contexte très particulier. Donc c'était il y a 14 ans, et ça ne se reproduira plus de cette manière-là, puisqu'il y avait eu tout un tas d'enjeux autour de la question de l'adoption, et de l'adoption internationale. Alors bien sûr, j'ai fait la communication sous mon nom, mais il y a une équipe très large qui a participé à ce travail, toute la CUMP 93, des consultations adoption dans Paris, notamment à la Maison de Solène, et puis d'autres CUMP d'Île-de-France qui sont aussi intervenus, en tout cas les spécialistes de l'enfance et de la petite enfance. En 2010, les CUMP étaient peut-être un peu plus adulto-centrés qu'aujourd'hui, et c'était pas si facile de trouver des thérapeutes qui connaissent le trauma et les bébés. On avait fait appel aussi à des psychomotriciens, à des équipes un peu élargies. Donc le 12 janvier 2010, gros séisme à Haïti, avec près de 300 000 morts, 300 000 blessés au moins, et beaucoup d'enfants touchés. Et dans ce chaos, donc beaucoup d'enfants à la rue, parce que les bâtiments étaient détruits, et dans ces bâtiments, beaucoup de ce qu'on appelait les crèches, qui étaient des lieux dans lesquels le monde entier venait adopter des enfants. Alors, très vite, il y a eu il y avait à peu près 1000 familles qui étaient en cours, en France, qui étaient en cours d'adoption à Haïti, à ce moment-là. Et donc, vous imaginez pour les parents la détresse que ça a été d'apprendre ce tremblement de terre. Donc, le 18 janvier, la France annonce un transfert accéléré en janvier-février de 363 enfants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, transfert accéléré ? Ça veut dire que, normalement, les jugements d'adoption étaient établis, mais on a vu que c'était un peu plus compliqué que ça. Et les familles concernées en étaient à des stades très différents de la rencontre avec l'enfant. Il n'y en avait que 20% qui étaient allés sur place et qui avaient rencontré physiquement l'enfant. Donc, assez peu. Et on est déclenché, nous, la CUMP, à peu près 36 heures avant l'arrivée. On nous dit, bon ben voilà, dans 36 heures, la nuit prochaine, il y a 50 enfants qui arrivent et 50 familles à Roissy. Soyez là pour les accueillir. Alors, dans les trucs un peu extraordinaires comme ça, il y a toujours la question de qu'est-ce que les autorités nous demandent vraiment, en fait. Et en général, elles nous demandent d'être là et de pouvoir cocher la case. Des psychologues ont été dépêchés sur place. Voilà. Après, ce qu'on fait plus concrètement, ça nous appartient à nous, et c'est toujours un enjeu un peu compliqué de voir si on peut mettre dans le cadre que les autorités nous demandent quelque chose qui est pertinent cliniquement ou pas. Alors on a travaillé, on a consulté des spécialistes de l'adoption, tout ça donc en 36 heures. On a contacté le MAE, on a compris comment ça allait s'organiser, on a réfléchi à comment on allait travailler, pour quel travail on pouvait faire qui ait un sens et qui soit pas juste de saluer les gens qui passent dans l'aérogare. On a dimensionné notre dispositif, on a tout préparé. Et quelques heures avant l'heure du dispositif, le ministère nous appelle pour nous dire « Vous avez prévu une équipe ?» Oui, une équipe de combien ? Alors je réponds. Et là, on nous dit « Doublé ». Alors je dis « Mais pourquoi faire ?» Parce que on a prévu le nombre de gens qu'il faut pour travailler. Et alors, on dit « Il y aura quelqu'un, donc doubler les effectifs ». Donc j'ai insisté en disant que
S'il y avait 20 volontaires CUMP en chasuble en train de zoner dans un coin et de rien faire, ça allait pas beaucoup apporter de crédibilité à notre dispositif. Mais enfin bon, j'ai pas pu résister très longtemps. Il a fallu qu'on augmente quand même les effectifs au-delà de ce qui était nécessaire, et alors qu'on savait que la mobilisation allait se poursuivre des jours et des jours, quoi. Et en fait, voilà, c'est parce que le vrai accueil de ces enfants, c'est pas vraiment nous qui l'avons fait. Voilà. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on nous avait demandé de doubler les effectifs. Bon, bref. Là, on ressent comme une petite impression de légère maltraitance, mais on prend sur nous et on part au combat. Alors, quels objectifs on s'était donnés pour ce travail? Bon, on devait à la fois dépister et prendre en charge la détresse chez les parents adoptifs, la même chose chez les enfants qui arrivaient, et préparer et accompagner la rencontre avec, si possible, quelque chose qui favorise les possibilités de réévaluation ou de réadressage ou de maintien de liens. Pour ça, on avait il y avait un dispositif qui était dans l'aérogare avec une zone d'accueil et une zone d'attente pour les enfants, avec une zone médicale, une zone d'accueil et d'attente pour les parents adoptants, une zone administrative et la zone des retrouvailles parents-enfants. Donc ça a concerné près de 400 enfants en quelques jours, et plus de 1000 parents et proches qui ont été pris en charge dans le dispositif. Alors, quel était le cheminement des enfants? Ils étaient extraits d'Haïti, donc de ce qu'on appelait les crèches ou les orphelinats. En général, c'était pas des orphelins, en fait, ça on l'a compris après. Ils partaient, donc ils avaient vécu pendant quelques semaines dans des conditions de terreur dans la rue, exposés au danger. Ils avaient perdu des proches, des nounous ou des camarades, d'autres enfants de leur environnement dans le séisme. Et puis à un moment, ils étaient évacués vers les Antilles françaises. Il me semble que c'est la Martinique, si je ne me trompe pas. Il y avait un sas en Martinique où ils étaient évalués. Là, ils changeaient de main, c'est-à-dire que c'était un autre adulte qui les accompagnait jusqu'en France. Là, on les confiait. Alors nous, on avait dit que c'était pas bien, mais bon, ça n'a pas écouté. On les confiait encore à une autre personne, un volontaire Croix-Rouge, pour que l'adulte qui les avait accompagnés puisse repartir tout de suite. Et puis, ils attendaient avec ce volontaire Croix-Rouge dans l'aéroport. Les parents arrivaient par l'autre entrée, et il y avait tout un processus de vérification administrative assez long pour essayer de limiter les risques assez inévitables dans ces cas-là de trafic d'enfants. Donc, nous, notre intervention commençait, en fait, on intervenait aux deux bouts, c'est-à-dire qu'on intervenait auprès des enfants quand les enfants arrivaient, et on intervenait aussi dans l'espace parent. Et bien avant l'arrivée des enfants, on distribuait ce document, que vous pouvez lire sans peine, j'imagine, aux parents. Donc, je vous le dis vite fait, parce que moi aussi, je lis avec peine. Madame, Monsieur, votre famille vit en ce moment des événements exceptionnels, dans un contexte bien particulier. L'adoption internationale est déjà en elle-même un processus complexe et qui nécessite d'être soutenu, mais dans le cas d'aujourd'hui, la situation est particulièrement difficile. Vous, les parents, vous avez reçu l'annonce du séisme comme un choc. Donc on explique un peu les possibilités de conséquences sur le parent. Au-delà du bonheur des retrouvailles et des sentiments violents, parfois contradictoires, on laissé des traces en chacun d'entre vous, et ces traces peuvent aussi avoir une influence sur ce que vous allez ressentir. Blablabla. Alors, les parents qui sont dans un parcours d'adoption, ils ont souvent un parcours traumatique avant l'adoption, notamment de fausses couches répétées, d'échecs de PMA, de choses comme ça. Donc il y a ce parcours déjà très difficile des parents avant d'entrer dans l'adoption et avant donc le séisme. On explique aussi que les enfants qui avaient déjà dû faire face à des choses difficiles ont vécu le séisme et la désorganisation qui s'en est suivie comme de véritables traumatismes et parfois des deuils. Or, le jeune âge ne protège pas du trauma ni de la douleur de la perte,
même si les enfants, d'autant plus qu'ils sont jeunes, ont des manières différentes de celles des adultes de montrer et de l'exprimer. La peur, bon, alors on explique un peu les symptômes traumatiques aigus possibles des enfants. Et puis enfin, la réunion familiale ne sera pas celle que vous aviez imaginée pour l'accueil de votre enfant. Le lieu s'y prête mal. Votre enfant, tout comme vous, est bouleversé par ce que vous venez de vivre. Votre enfant pourrait présenter des comportements qui pourront vous sembler difficilement compréhensibles, en tout cas imprévus, et vous dérouter. Vous-même pourrez ressentir des émotions que vous n'aviez pas anticipées. Au cours de cette soirée, une équipe sera là, et puis pour la suite, vous pouvez vous adresser. Là, il y avait une suite d'adresses. Donc, à travers ce document, on essayait de désamorcer un peu, de préparer à la crise qu'allait être cette rencontre. Alors, les enfants étaient très symptomatiques. Ça oscillait entre deux pôles qui étaient la léthargie complète, voire même des tableaux qui ressemblaient à des pseudo-comas, si je peux dire, avec des enfants qui étaient endormis, non réveillables, non stimulables, qui étaient comme ça depuis le départ de la Martinique, et qui ne se réveillaient pas non plus quand on les mettait en contact avec leurs parents. Des tableaux de prostration, des tableaux, au contraire, de grande agitation, des tableaux de discordance développementale avec l'âge, qui étaient des régressions, mais on ne savait pas à quel moment ils avaient régressé. Et puis des détresses majeures avec des pleurs ininterrompus, et pour certains des reviviscences qui étaient parfois agies, comme une espèce de jeu que beaucoup faisaient, qui consistait à se laisser tomber, à tourner sur soi et à se laisser tomber, ou à faire tomber tout ce qu'on pouvait faire tomber. Plus à distance, pour les familles avec lesquelles on est resté en contact, ces enfants présentaient pour beaucoup des troubles post-traumatiques sans doute, mais aussi des retards développementaux, d'évolution variables, des crises qui étaient peut-être la partie la plus difficile à gérer pour les parents, des crises déclenchées par rien en apparence, qui pouvaient être certainement encore des reviviscences, et des refus de s'attacher avec des enfants pour les plus grands, parce que l'immense majorité avait moins de 3 ans, donc on était plutôt avec des bébés. Mais pour ceux qui étaient un peu plus grands, 6 ans, 7 ans, il y en avait, c'était des refus de s'attacher. Je ne veux pas rester là, je ne veux pas rester en France, je veux rentrer à Haïti, etc. Alors, ces enfants, bien sûr, ils avaient des troubles complexes. Il y avait le trauma qu'ils venaient de vivre avec le séisme, mais il y avait des traumas antérieurs, des traumas familiaux, des traumas transgénérationnels à Haïti, des antécédents de carence et d'institutionnalisation, et puis des pertes massives qui étaient difficiles à évaluer, parce que au début, tout le monde pensait que c'était des orphelins, mais en fait, ils n'étaient pas orphelins pour la plupart, ils étaient confiés par leurs parents à ces crèches, entre guillemets, et pour beaucoup d'entre eux, on a compris plus tard qu'ils avaient un contact pluri-hebdomadaire avec leur maman qui venait les voir dans la crèche. Et ça disparaît des radars au moment du départ. Donc, des associations probables à différents degrés de trauma aigus et de troubles et de trauma complexes et de TSPT, certainement des troubles de l'attachement qui étaient présents pour beaucoup, et des réactions de deuil, donc ce qui donnait des tableaux assez complexes. Alors, les parents, de leur côté, il faut comprendre que dans un processus adoptif, le parent, à partir du moment où il y a un appariement et un enfant qui est nommé et montré et éventuellement rencontré, vit une sorte de grossesse psychique, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il se prépare, il imagine, il rêve son enfant, comme les parents biologiques. Et bien sûr, le séisme et la période d'1 ou 2 semaines sans nouvelles, ou alors avec des nouvelles très très effrayantes en provenance d'Haïti, avait bien sûr eu un impact très traumatique sur ces parents, dont beaucoup présentaient des signes de décompensation dans la zone d'attente sur des modes anxieux ou traumatiques. L'accompagnement de la rencontre, c'était
après tout ce travail de préparation qu'on faisait avec les parents et l'enfant, c'était sans doute le moment crucial. Donc vraiment, on prenait le temps nécessaire pour que la rencontre ait lieu. C'est-à-dire que l'enfant et le parent commencent à se regarder, à se toucher, à se parler, à interagir. Et ça pouvait prendre, dans certains cas, plusieurs heures. Alors je vous rappelle que dans l'adoption, normalement, ça prend plusieurs semaines ou plusieurs années. Et là, on demandait à ces familles de faire en 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, certains ça a duré presque la journée, ce travail-là d'apprivoisement mutuel. Alors ça nécessitait quand même des cliniciens qui connaissaient bien la clinique du bébé et la clinique du lien parent-enfant, et donc bien sûr des pédopsies. Alors, tout ça a amené des débats éthiques très vifs. Fallait-il organiser ces transferts en urgence sans prendre le temps de la rencontre? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement? Par exemple, il y avait des parties d'Haïti qui n'étaient pas du tout touchées par le séisme, en fait. C'est une toute petite partie d'Haïti qui était touchée par le séisme. Donc, est-ce que ça n'aurait pas pu se faire ailleurs à Haïti? Ou certains ont proposé que ça se fasse à la Martinique avec un sas et que les rencontres puissent se faire là en prenant le temps, etc. Mais les politiques ont renoncé sous la pression, beaucoup des associations de parents et de certains députés, qui étaient aussi dans un lobbying actif. Mais en tout cas, ça a beaucoup discuté autour de ça. Il y a eu des critiques très virulentes dans la presse, c'est-à-dire que il y avait à la fois des associations ou des institutions de protection de l'enfance qui envoyaient des experts nous regarder travailler en prenant des notes, et qui ressortaient de là en faisant des déclarations à la presse en disant « c'est horrible, on est en train de torturer ces enfants », etc. Et puis donc le ministère de la Santé envoyait après ces experts à lui, qui nous regardaient travailler, et qui sortaient des déclarations à la presse en disant « non, non, c'est très bien, tout se passe bien », etc. Et il y avait une espèce de querelle là, par article interposé. Quand même des points très problématiques. L'adoption à Haïti, avant 2010, était très peu régulée. C'est-à-dire que, vous savez, il y a un ensemble de choses à faire pour pouvoir adopter. Il faut un agrément déjà du conseil départemental. Alors là, c'est freestyle. Chaque conseil départemental fait comme il veut, à sa sauce. Il n'y a pas de... Donc on a vu des choses quand même étonnantes. Par exemple, un monsieur manifestement psychotique qui venait adopter avec sa mère. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, il avait l'agrément. Bon. Après, on devait passer par des associations agréées qui accompagnaient le processus. Et chaque pays d'origine des enfants mettait ses critères. Par exemple, des couples hétérosexuels, qui ont déjà des enfants, chaque pays met ses critères, si vous voulez. Et Haïti avait particulièrement pas de critères, quoi. Donc c'était très, très, très ouvert. Et voilà. L'autre particularité, c'était que le processus, y compris juridique, était à des degrés très variables et différents selon les familles. On sait qu'il y a eu des substitutions d'enfants, certainement, peut-être d'enfants promis qui étaient morts, qui ont été remplacés par d'autres, etc. Donc on imagine ce que ça peut amener par la suite. Un gros malentendu sur l'adoption entre les Haïtiens et les Français, parce que pour les Français, l'adoption, c'est l'adoption plénière, qui coupe tous les liens avec la famille d'origine. Et les Haïtiens ne voulaient pas ça. Ils étaient dans un système de confiage de l'enfant, avec l'idée que l'enfant, il reste quand même dans la famille, il est confié, il part loin, il vit, et puis un jour, il reviendra, il est toujours de la famille. Et en fait, les parents français se battaient pour obtenir l'adoption plénière, c'est-à-dire qui coupe vraiment définitivement tout lien avec la famille d'origine. On a eu aussi des choses inquiétantes avec des parents qui refusaient complètement la prise en charge, c'est-à-dire qu'on a vu des couples parentaux, quand on leur remettait l'enfant, qui était comme une chiffre-molle complètement léthargique, ils le déshabillaient, ils prenaient son petit cartable avec ses objets, ils mettaient tout à la poubelle, il le rhabillait et lui disait « maintenant tu t'appelles Ginette » et
On n'a pas le temps de discuter avec vous, on l'amène en Bretagne ou à Bordeaux ou ailleurs, hein, et on pouvait rien faire, quoi. On a fait quelques signalements du coup, hein, dès l'aéroport, parce que voilà, il y avait des choses inquiétantes, et on a eu l'information que certains avaient été secoués, hein, par la suite. Certains bébés ont été secoués, d'autres ont été reconfiés à l'ASE en France peu de temps après leur arrivée. Donc voilà, la difficulté d'adopter un enfant très traumatisé dans un tel contexte et en shuntant les étapes normales du processus, hein, c'était très compliqué. Donc depuis, le Service social international, le Haut Commissariat aux réfugiés, l'Agence française de l'adoption ont fait paraître des textes qui sont maintenant des règlements, qui sont conformes aussi avec la Convention internationale du droit de l'enfant, et qui disent qu'il est interdit d'adopter en situation d'urgence ou de catastrophe, que dès qu'une telle situation se produit, ça met fin immédiatement à toutes les adoptions. Décembre 2010, pourtant, sous la pression des parents, toujours, et profitant d'une vague épidémie de choléra dans le pays, la France a organisé à nouveau 300 retours, dans des conditions épouvantables. Moi, j'ai fait partie d'un des vols. Voilà, j'en parlerai quand j'écrirai mes mémoires, mais on a en plus, avec notre expérience et nos compétences, été traités vraiment comme des moins que rien, et ce qu'on disait n'avait aucune importance, et on a été priés de se taire, quoi, par le ministère des Affaires étrangères. Alors, avant qu'on s'arrête, bon, ça pose une question. Alors, je vais vous montrer une toute petite vidéo de 4 minutes, si j'ai encore le temps, autour d'un cas qui s'est pas trop mal passé, mais qui montre la difficulté, quand même, un cas canadien, donc que vous pouvez retrouver sur YouTube. Quelques articles qu'on a produits. On n'a pas pu faire de recherche parce que dans un contexte pareil, hein, eh ben, on ne sait pas faire de recherche. Il faudrait avoir des trucs tout prêts, parce qu'avoir l'accord d'un comité d'éthique dans une telle pagaille, bon, c'était pas possible. On a essayé de rappeler, et c'est l'objet du premier article, on a essayé de rappeler les gens après un peu à distance. Seulement 25 nous ont répondu, comme s'il fallait mettre une grosse chape de déni sur ce qui s'était passé autour de cette période-là. Et sur les 25 qui nous ont répondu, seuls 5 ont accepté de faire un entretien pour en reparler. Donc c'est dans cet article, là, dans la psychiatrie de l'enfant, qui est accessible, je crois, en accès libre en passant par Kern. Bon, actuellement, avec mes collègues, on a envie quand même de prendre des nouvelles de ces enfants qui, donc aujourd'hui, sont quasiment des adultes, hein, ou des très grands ados. On va réfléchir à ce qu'on pourrait faire parce que on s'est jamais bien remis, tous ceux qui y ont participé, de ce truc-là et de ce que ça nous a fait et de ce qu'on a fait finalement. Bon, au-delà et après on pourra lancer le tout petit film. Ça pose aussi une question pour les CUMP, je pense, puisque les CUMP, on est quand même très directement dans l'obéissance au pouvoir. Bon, quand on nous dit faites, on peut négocier un peu, mais jusqu'à un certain point, comme vous le savez tous. Et quand on nous dit si, on est obligé d'y aller. Donc, imaginons, par exemple, que nous soyons dans un État autoritaire, un jour, et qu'on nous demande des choses complètement contraires à notre éthique. Par exemple, je rappelle qu'il y avait plein de psys à Guantanamo, par exemple, pour s'occuper des gens qu'on torturait. Alors, c'est un peu extrême, hein, mais quand même, voilà. Donc, soyons tous vigilants, comme on le fait actuellement, mais aussi à l'avenir, au cadre éthique de nos interventions, et continuons à y réfléchir. Voilà. Si, madame, vous pouvez lancer la petite vidéo. Je vais pleurer. Avant que cette belle complicité ne s'installe entre Diane Lavoie et sa fille, il a fallu négocier avec la colère persistante d'une orpheline adoptée dans le chaos. Il y a eu des petites accalmies, mais fâché noir, là, excuse-moi le mot, je dirais 8-9 ans. Ouais, 8-9 ans. Leur histoire commence en janvier 2010. Mélodine se trouve parmi ces orphelins entassés dans la cour d'une crèche de Port-au-Prince.
Pour leur sécurité, ils ne peuvent retourner dans le bâtiment. Au Québec, les futurs parents sont sans nouvelles depuis le séisme. C'était des moments stressants, d'angoisse, d'inquiétude. Tu sais pas trop c'est quoi qui se passe, là, tu sais. Puis tu le sais que ta fille est là-bas. D'avoir vu, tu sais, Port-au-Prince, je sais dans quelles conditions qu'ils vivent les gens là-bas. Notre équipe avait finalement retrouvé ses enfants, promis à l'adoption. L'espèce de tristesse. Mais ils ont l'air d'attendre quelque chose. Des images qu'elle n'avait jamais vues. Hop! Ah, ça, c'est bon, ouais. C'est toi. Cela réveille toutes sortes de souvenirs. J'étais probablement la moins préparée de toute la gang. C'est probablement celle avec qui le lien avait pas été fait. J'avais pas été en Haïti, j'avais même pas dit oui, je l'ai vu. J'avais eu la proposition le 4 janvier. Une photo, son nom, puis son âge. Comme d'autres gouvernements, Ottawa et Québec organisent une évacuation sans précédent des enfants destinés à l'adoption. Pour plusieurs familles, cela précipite un processus qui dure normalement 2 ou 3 ans. J'apprends que les enfants arrivent durant la fin de semaine et moi, je n'ai rien. Je n'ai pas l'ombre d'une chambre ou d'un meuble. Je n'ai rien. Je travaille encore. Je sais rien. À bord de vols nolisés et dans des bras inconnus, 126 enfants vont arriver de Port-au-Prince dans un froid glacial. Mais avant de rentrer dans leur nouvelle maison, il y a toutes les formalités. Je l'avais d'un bras parce que c'était comme un peu elle-même éjectée. J'ai fait « OK, ça va être compliqué ». Ça a été un petit peu plus compliqué, mais j'ai dit tout de suite « Ah, elle est lucide ». Parce que tu peux pas te faire changer comme ça, te faire bouleverser sans rien dire puis être content, ça se peut pas. Ils sont arrivés vraiment dans des conditions qui sont pas du tout optimales pour accueillir un enfant. On n'est pas dans des situations où les parents et l'enfant sont en cocon, là. On est en période de crise. Le tremblement de terre a entraîné une suspension de l'adoption en Haïti. C'est ce qui est recommandé là, par la communauté internationale, l'UNICEF, qu'en période de crise, on arrête tout. Cette pause suscite une réflexion sur l'adoption internationale. Comme plusieurs pays l'ont fait, désormais, Haïti se conforme à la Convention de La Haye. Le processus est centralisé et le consentement des parents biologiques plus clairement établi. Avant le séisme, c'était, je dirais, plus de gré à gré entre des orphelinats puis des organismes d'adoption. Il y a maintenant une accréditation des crèches puis des orphelinats en Haïti. Le nombre d'adoptions internationales a fondu partout. Dans les années 90, le Québec adoptait près de 1000 enfants par année dans divers pays. L'an dernier, il n'y a eu que 139 adoptions internationales, dont 7 dossiers seulement pour Haïti. Tu te souviens pas de rien? Ben, parfois, j'imagine des choses, mais je pense pas que ce soit vrai. Hein. C'est des trucs un peu farfelus. Ouais. Comme un peu, je me cache sous une chaise. À 13 ans, Rosalie et Mélodine sont prêtes à en savoir plus sur les circonstances exceptionnelles de leur arrivée. C'est important qu'on parle du séisme parce que ça se peut qu'il y en ait d'autres. C'est super cool, c'est vrai. Tu sais, elle nomme les choses, elle parle des choses. Comme bien des enfants adoptés, Mélodine commence à s'intéresser à ses origines. Ben, peut-être retrouver mes parents, aller à l'orphelinat voir. Ouais. Ben, en fait, j'irai avec toi, si tu veux, parce que moi non plus, j'ai rien vu. Elle était tout petite comme ça. En attendant, le manteau qui était trop grand pour elle est devenu un précieux souvenir. J'étais surprise et heureuse de savoir que ma mère regardait ça, parce que je pensais qu'elle les avait jetés. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal. Voilà, donc on était sans le savoir dans un moment qui a complètement changé l'adoption internationale dans le monde, qui a chuté tout autant en France pour les mêmes raisons, qui sont pas forcément, je pense, des mauvaises raisons du point de vue des droits de l'enfant. Donc voilà, je suis pas sûr qu'on ait le temps pour des questions, mais sinon à la pause où on peut en discuter. Tu veux dire un mot? Merci beaucoup.